heureux de vous revoir à nouveau dans le cadre de cette 4e séance qui sera consacrée aux conditions de validité du mariage. Et dans le cadre de cette séance, on va traiter les conditions de fond du mariage, qui est traité dans le cadre du cours, c'est-à-dire le support PDF, dans la section première. Alors, à titre de rappel, dans ce cadre, on va répondre à une question centrale, à savoir comment se marier en droit marocain. À ce titre, il convient de noter que l'article 13 du Code prévoit que la conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes. 1. La capacité de l'époux et de l'épouse. 2. La non-entente sur la suppression du sadaq, la dot. 3. La présence du tuteur matrimonial, le wali, dans le cas où celui-ci est requis par le Code de la famille. 4. Le constat par les deux adouls du consentement des deux époux et sa consignation. 5. L'absence d'empêchements légaux qui ont été traités précédemment. Donc, la réponse à la question posée consiste au respect des conditions de fond et de forme. Pour les conditions de fond, ils sont inhérentes aussi bien aux personnes qu'aux biens. En ce qui concerne les personnes, la question qui se pose est celle de savoir qui peut se marier en droit marocain. Pour répondre, il faut respecter, outre les conditions relatives aux empêchements et aux distinctions entre nationaux et étrangers, musulmans et autres, ce qui nous intéresse dans ce cadre sont les conditions de capacité et de consentement. Alors, pour la question de capacité, en droit marocain, la capacité matrimoniale est alignée sur la majorité légale qui est désormais fixée par l'article 209 du Code de la famille à 18 ans. Toutefois, en plus de l'âge, l'article 19 du même Code exige que le garçon et la fille jouissent de leur pleine faculté mentale. Donc, en plus de l'abolition de la discrimination basée sur le sexe quant à l'âge du mariage, cette règle a l'avantage d'uniformiser l'âge requis pour le mariage avec celui de la jouissance des droits civils et politiques. À noter qu'au Maroc, à partir de 2004, on vote et on se marie à 18 ans. Pourtant, contrairement à ce qui est prévu aux articles susmentionnés, le mariage est le droit des personnes jugées capables comme de celles qualifiées d'incapables. Celles-ci peuvent se marier si certaines conditions sont respectées. Pour le mariage des personnes mineures, il faut noter que, afin de prévenir les abus et surtout pour prévenir les mariages précoces, le mariage des mineurs n'est permis qu'à de strictes conditions, à savoir cette situation qui est prévue par par les articles 20 et suivants du Code est soumise aux conditions suivantes. L'accord du mineur, et ce afin d'éviter toute tentative de mariage forcé, la demande de dispense doit être signée par le mineur lui-même, en vertu de l'article 21 du Code. Ce même article exige aussi l'accord de son représentant légal, qui doit être présent et doit approuver le mariage du mineur. Pour l'autorisation du juge, il faut noter que, avant de le permettre par une décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage, le magistrat est tenu d'entendre au préalable les parents du mineur, les deux parents, ou son représentant légal. Donc, le mariage du mineur est une affaire de famille. Les époux qui
qui ont une obligation de se concerter pour toutes les décisions familiales en vertu de l'article 51 du Code de la famille, dont tous, ou bien dont tous les deux, leur avis sur le mariage de leur enfant mineur. De même, il doit ordonner une expertise médicale et une enquête sociale pour apprécier non seulement l'aptitude du mineur au mariage en vertu de l'article 20, mais aussi il doit apprécier si cet événement ne représentera pas un danger pour sa santé et ou une perturbation dans sa vie. Pour les effets de ce mariage, par référence à l'article 22 plutôt du Code, le mariage du mineur produit deux effets principaux. D'abord, le mineur acquiert la capacité civile pour rester en justice pour tout ce qui concerne les droits et les obligations nées du mariage. Aussi, suite à la décision de mariage, le tribunal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent aux conjoints concernés et leurs modalités de paiement. Maintenant, en ce qui concerne le mariage des personnes incapables, certainement qu'on doit se poser cette question si on peut imaginer le mariage de deux personnes incapables, handicapées mentaux surtout. Il faut noter que la réponse est donnée par l'article 23 alinéa 3 du Code de la famille qui prévoit clairement que au moins l'un des deux époux doit être majeur, peu importe le sexe de l'handicapé mental. Alors, y a-t-il des restrictions au mariage de l'incapable? Certainement que oui, et l'article 23 alinéa 1 et 2 précise que le juge ne peut autoriser ce mariage que sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap, et le juge communique le dit rapport au futur époux ou bien épouse. Aussi, il dresse un procès verbal dans lequel la partie capable confirme expressément par engagement authentique son acceptation à se marier avec la personne handicapée. En ce qui concerne le consentement, outre les conditions inhérentes à la capacité des personnes, à ce titre se pose la question du consentement donné par les deux parties ou par leurs représentants. Pour le consentement des parties, à ce titre, pour que le mariage ne soit ni vicié ni nul, le consentement doit être donné sans dol ni contrainte, en vertu de l'article 12 du Code. C'est pourquoi l'article 10 alinéa 1 du même Code prévoit que le mariage est conclu par consentement mutuel des deux contractants, c'est-à-dire il faut qu'il y ait offre et acceptation des deux parties, est exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage. Aussi, selon l'article 11 du Code, le consentement des deux parties doit être d'abord exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible. Aussi, et ensuite, concordant et exprimé séance tenante. Enfin, doit être décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire. Pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adultes. À noter cependant que le contrat de mariage peut contenir des clauses. Or, ces dernières ne seront valides et contraignantes que si elles ne sont pas contraires aux conditions et au but du mariage, ainsi qu'aux règles impératives de droit, et sont nulles alors que l'acte de mariage demeure valide.
Elle assure un intérêt légitime. En ce qui concerne le consentement des représentants, à ce titre, on doit se poser la question: est-il possible de donner procuration pour la conclusion d'un mariage? C'est pourquoi on doit traiter d'abord la question de la tutelle matrimoniale pour la femme. À rappeler qu'en principe, le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Néanmoins, contrairement à l'ancienne Moudouana qui exigeait la présence et l'accord du tuteur matrimonial, le wali, le présent code, même s'il n'a pas aboli cette tutelle, prévoit dans son article 24 que celle-ci est un droit de la femme. Elle est exercée par cette dernière lorsqu'il est majeur, selon son bon choix et son intérêt. Mais le Code de la famille a introduit 2 innovations en la matière. D'abord, il laisse à la femme la liberté du choix du tuteur qui peut être soit le père, soit l'un de ses proches. Et ensuite, le Code n'impose plus à la femme la catégorie de parents susceptibles de jouer le rôle de tuteur matrimonial. Désormais, ce dernier n'étant plus qu'un mandataire, et la femme peut mandater comme tuteur matrimonial le parent de son choix, son oncle ou son grand-père maternel, à titre d'exemple. En ce qui concerne les 2 époux, à ce titre, une procuration peut être donnée par autorisation du juge de la famille chargé du mariage selon les conditions suivantes. 1. L'existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne. Ensuite, le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous signe privé avec la signature légalisée du mandant. Puis, le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial. 4. Le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l'autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu'il juge utile de mentionner. 5. Le mandat doit mentionner le montant du sadaq, la dot, et en préciser le cas échéant, ce qui doit être versé d'avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu'il désire introduire dans l'acte et les conditions de l'autre partie acceptées par lui. Enfin, le mandat doit être visé par le juge de la famille précitée après qu'il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises. Maintenant, pour les conditions relatives aux biens, il convient de souligner que même si le Code a mis les 2 époux sur un plan d'égalité, il a maintenu la charge de la dot à l'encontre de l'époux et en faveur de l'épouse. C'est pourquoi ce Code a réglementé cette obligation pour garantir son exécution en cas de litige. Dans le même sens, l'article 34 du Code et l'article 49 du Code prévoient le régime de la séparation des biens pour prévenir les conflits qui peuvent se nouer en cas de mésentente sur le partage des biens, et ce, en cas de divorce notamment. Maintenant, la dot. À noter que, conformément aux préceptes de l'islam, l'article 26 du Code de la famille marocain précise que le fondement légal du sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces 2 notions de valeur morale et de valeur matérielle? Pour la valeur morale de la dot, elle consiste en tout bien consenti par l'époux
à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Aussi, de notre point de vue, la femme, en acceptant la dot, confirme de sa part les deux finalités citées supra. C'est pourquoi l'islam préconise de modérer son montant dans l'article 28 et de son côté, le Code accorde aux parties la possibilité de conclure et de consommer le mariage avant le paiement d'une partie ou de la totalité de la dot, comme il permet de différer ce paiement à terme en vertu de l'article 30. À noter cependant que, quelles qu'en soient les modalités de sa fixation et de son paiement, le sadaq devient la propriété de l'épouse. Il en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle en contrepartie un apport quelconque en ameublement ou autre en vertu de l'article 29. Pour la question de la valeur matérielle de la dot, il concerne tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation, peut servir de sadaq. Toutefois, sa valeur doit être fixée au moment de l'établissement de l'acte de mariage. À défaut, sa fixation est déléguée au conjoint en vertu de l'article 27. À ce titre, il convient de noter que le montant du sadaq ne peut être modifié par le juge conformément à l'article 48 alinéa 2 du Code qui stipule qu'en cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de la modifier tant que persistent les dites circonstances ou faits, sauf si cette situation est modifiée ou le sera suite à une situation de polygamie de nature à provoquer une injustice à l'encontre de ou des épouses en vertu de l'article 40. Or, l'intervention du juge reste possible dans les autres cas. De notre part, on se demande si les dispositions du DOC, notamment les articles 335 et suivants, peuvent trouver application dans ce cas. Alors, pour la question relative au conflit de la dot, on peut dire que le droit de disposer de la femme est garanti par le Code. À ce titre, en plus de la propriété des biens que l'épouse peut apporter à titre de son trousseau de mariage, le Code lui reconnaît le droit d'exiger l'acquittement de la dot ou de la partie du montant restant dû de celle-ci, et ce, durant le mariage ou en cas de séparation. En général, les conflits du sadaq sont parfois inhérents à la fixation de son montant et parfois à son paiement. En ce qui concerne les conflits relatifs au montant du sadaq, ils sont régis par l'article 27 alinéa 2 du Code qui prévoit que si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d'accord sur le montant du sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints. Pour les conflits relatifs au paiement du sadaq, il faut noter qu'au cas où le paiement du sadaq a été différé, en totalité ou en partie, à une date postérieure à la consommation du mariage, ce dernier devient une dette à la charge de l'époux qui doit être acquittée à l'échéance du terme convenu en vertu de l'article 31 du Code. Aussi, elle est imprescriptible en vertu de l'article 33 du Code et l'épouse a le droit
à l'intégralité de son montant, aussi bien du vivant de son conjoint qu'en cas de son décès en vertu de l'article 32. Toutefois, en cas de mésentente, se pose non seulement le problème de la preuve de l'acquittement du sadaq, mais aussi celui de la déchéance du droit de l'épouse de demander son versement. Alors, comment prouver le paiement du sadaq? En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celle de l'époux dans le cas contraire. En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux. Pour la question de la déchéance du droit au sadaq, il faut noter que parfois l'épouse est déchue de son droit soit intégralement, soit partiellement. Pour la déchéance intégrale, en vertu de l'article 32, alinéa 3 du Code, ce cas est prévu lorsque le mariage n'est pas consommé. Ou bien, lorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre au sadaq dans les cas suivants. Lorsque l'acte de mariage est résilié, lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l'un des époux et lorsqu'il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du sadaq est déléguée. Pour la déchéance partielle, cette situation est prévue par l'article 32, alinéa 2, en cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage. Dans cette hypothèse, l'épouse a droit à la moitié du sadaq fixé. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire à propos des conditions de fond et je vous donne un nouveau rendez-vous pour traiter la question relative aux conditions de forme pour conclure le mariage et je vous remercie pour votre attention.